Bonjour, nous on a eu la thématique 8 qui est la discipline par la communication congruente. Donc pour le plan de présentation, on va commencer par vous énoncer notre question. On va vous parler de qui est Ginote et son opinion par rapport à la discipline. On va vous donner la définition de la communication congruente et les 7 composantes qui sont comprises là-dedans. On va vous parler du modèle de Ginote, les deux clientèles qu'on a choisies et les composantes liées à ces deux clientèles-là. Puis finalement, on va répondre à la question de départ. Donc, notre question, c'est quelles sont les principales techniques d'intervention dans le modèle de Ginot? Donc, pour le travail, on nous a proposé le modèle de Ginot. Ginot, en fait, c'est Haim Ginot, de son prénom. Il est né en 1922 en Israël, puis il est décédé à l'âge de 51 ans en 1973. Il a fait des longues études, entre autres, il a eu un doctorat en psychologie à l'Université de Columbia. Il a écrit beaucoup d'ouvrages aussi, qui ont eu beaucoup de succès pour les parents et les enseignants. Pour l'enfant, comment avoir une bonne communication avec les jeunes. Puis, il a aussi proposé un modèle de communication qu'on va vous parler plus tard. Donc, pour ce qui est de la discipline selon Ginotte, la discipline selon lui consiste en plusieurs petites victoires l'une à la suite de l'autre. Donc, on peut dire que c'est un processus graduel qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Ça prend du temps avant de l'acquérir. L'enseignant, il a sa part de responsabilité par rapport au comportement des élèves, que ce soit des bons comportements ou de mauvais comportements. Puis le comportement et les interventions de l'enseignant ils ont une influence sur les comportements des élèves. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si l'enseignant utilise des techniques aversives, ça peut avoir des impacts négatifs sur les élèves. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que l'enseignant, il pourrait se mettre à dos ses élèves. Donc, les élèves, ils pourraient ne pas avoir confiance en l'enseignant, tout simplement. Puis, également, l'enseignant, il doit s'autodiscipliner, donc contrôler ses émotions. Donc, un enseignant qui s'autodiscipline, il tient compte des sentiments des élèves. Puis, un enseignant qui ne s'autodiscipline pas, il s'en prend au caractère des élèves. Donc, par exemple, un enseignant qui s'autodiscipline pourrait dire, je sais que tu es fatigué, tu pourras me remettre ton travail demain au lieu d'aujourd'hui. Puis, un enseignant qui s'autodiscipline pas s'en prend au caractère de l'élève. Donc, Jean, tu n'es qu'un paresseux. Dans le fond, dans son modèle, Ginette a abordé la communication congruente, puis c'est un élément très important de son modèle. Puis celle-ci, elle contient 7 éléments majeurs. Donc, on a le message simple, l'incitation à la coopération, l'acceptation et la reconnaissance, conférer de la dignité aux élèves, l'expression de la colère, le message à la première personne par opposition au message à la deuxième personne, l'emploi d'un langage laconique et dispenser des compliments appréciatifs. Maintenant, on va juste toutes vous les décrire un par un. Donc, pour ce qui est du message sain, qui est une des composantes, c'est-à-dire que l'enseignant doit se centrer sur la situation et non sur le caractère des élèves. Donc, quand il arrive une situation problématique, il doit prendre en compte les faits, ce qui est arrivé, et non prendre en compte le caractère ou les caractéristiques spécifiques d'un élève. Donc, en employant ce type de message, l'enseignant fait comprendre à l'élève qu'il comprend et accepte ses sentiments. L'enseignant ne doit pas porter de jugement envers les élèves et les interventions peuvent parfois améliorer ou détériorer le concept de soi et les relations personnelles de l'élève, tout dépendant comment l'enseignant agit et le type de relation qu'il entretient avec ses élèves. Pour l'autre composante, c'est l'incitation à la coopération. L'enseignant ne doit pas exiger la coopération de ses élèves, mais plutôt les inciter à l'utiliser. Donc, il doit mettre au point des techniques d'incitation à la coopération. L'enseignant doit être clair et précis dans ses consignes afin d'être compris de tous. Et finalement, l'enseignant doit encourager les élèves à acquérir de l'indépendance, c'est-à-dire que les élèves ne doivent pas entretenir une relation dépendante envers l'enseignant. Ils doivent être en mesure d'agir par eux-mêmes et d'être capables de faire les tâches demandées. Les deux autres composants de la communication congruente, on a l'acceptation et la reconnaissance, puis conférer la dignité aux élèves. Pour ce qui est de l'acceptation et la reconnaissance, c'est que l'enseignant doit tenir compte des propos de ses élèves sans en écarter un sous un prétexte quelconque. Puis l'enseignant aussi ne doit pas demander à un enfant de nier ses émotions, par exemple la peur ou la tristesse. Donc, il ne peut pas dire de juste passer à d'autres choses. Il faut vraiment qu'il encourage en fond l'élève à vivre ses émotions. Pour ce qui est conférer la dignité aux élèves, c'est que l'enseignant il doit valoriser ses élèves, donc vraiment les encourager dans tout ce qu'ils font, puis les féliciter.
Il doit aussi féliciter les décisions prises par ses élèves. Donc, si, mettons, il les laisse en situation plus d'autonomie, puis que les élèves prennent des bonnes décisions, ben il faut qu'ils encouragent là-dedans. Comme ça va les encourager à recommencer et à être plus autonomes. Il doit aussi s'abstenir de faire des références aux antécédents de ses élèves. Donc, si, mettons, il y a un élève qui a fait une erreur par le passé, puis qui a, mettons, été puni ou quelque chose comme ça, ben il faut pas qu'il se réfère à ça non plus, là. C'est passé, là, on fait ce qu'il y a maintenant. Puis, c'est un concept aussi qui apparaît souvent quand l'élève va rencontrer un obstacle dans son contexte d'enseignement. Donc, il y a également l'expression de la colère, le message à la première personne par opposition au message à la deuxième personne. Dans ces situations-là, l'enseignant ne devrait jamais refouler ses sentiments ou nier ceux des élèves. Donc, c'est important du côté de l'enseignant et des élèves d'exprimer leurs sentiments et de les reconnaître de chaque part. L'enseignant peut exprimer ses sentiments sans nécessairement parler de la situation qui est en cause. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'enseignant est arrivé un événement malheureux dans sa vie. Il décide quand même d'aller enseigner. Il peut se présenter devant la classe et expliquer qu'aujourd'hui, il ne se sent pas bien sans nécessairement entrer dans les détails de la chose. C'est important qu'il emploie le jeu et qu'il ne s'en prenne pas au caractère des élèves. Ensuite, il y a l'emploi d'un langage laconique. Donc, quand il y a un problème, il faut que l'enseignant aille droit au but. Il ne faut pas qu'il tourne autour du pot. Par exemple, si ça parle dans la classe puis que ça empêche certains de se concentrer, il pourrait dire « Il y a beaucoup de bruit ici, ça empêche les autres de se concentrer. » Il ne faut pas qu'il commence à énumérer chaque point. Il faut qu'il soit concis. La dernière composante, c'est dispenser des compliments appréciatifs. Dans le fond, l'enseignant, il doit avoir une attitude positive envers ses élèves. Il doit aussi faire des compliments aux élèves sans trop exagérer ces compliments, sinon ils n'auront plus aucune signification pour les élèves. Donc, s'il répète sans cesse le même compliment à un de ses élèves, ben, c'est sûr que le compliment, il va perdre de la valeur. Aussi, les compliments, ils doivent être sincères. C'est mieux qu'ils n'en disent pas que ces compliments ne soient pas sincères du tout. Donc, dans le modèle de Ginette, il y a deux profils différents. Il y a l'enseignant idéal et le pire enseignant. Donc, pour chaque profil, il y a des caractéristiques qui sont attribuées. Donc, pour l'enseignant idéal, c'est un enseignant qui utilise la communication congruente, donc les 7 composantes qu'on vous a énumérées précédemment. Il doit être capable d'exprimer sa colère de façon appropriée, c'est-à-dire d'un ton ferme, mais sans nécessairement crier après ses élèves. Il doit centrer ses interventions sur la situation plutôt que le caractère des élèves. Comme j'ai dit tantôt, il doit prendre en compte les faits et non les caractéristiques spécifiques à un élève. Il doit être bref et précis lors de la correction des comportements afin que l'élève en question sache pourquoi il a été puni. Faut faire aussi des compliments appréciatifs sans trop exagérer, comme Marie-Lou a dit. Pour ce qui est du pire enseignant, c'est un enseignant qui utilise peu ou pas du tout la communication congruente, qui fait des jugements de valeur. Il peut aussi étiqueter ou injurier les élèves, nier les sentiments des élèves ou encore s'en prendre au caractère des élèves afin de justifier ses interventions et ses actions. Donc, pour le travail, il fallait choisir 2 clientèles. Nous, on a choisi 2 clientèles que peut-être que vous avez vues en votre stage ou qu'on risque de rencontrer dans nos futures professions. Le premier, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH. Et l'autre, c'est le trouble du spectre de l'autisme, le TSA. Dans le fond, pour résumer un petit peu les quelques caractéristiques, au niveau du TDAH, l'élève, il va avoir la difficulté à porter attention aux détails. Il va avoir la difficulté à fixer son attention aussi, donc rester concentré longtemps sur une tâche, pour lui, ça va être vraiment très difficile. Il va avoir la difficulté à suivre les instructions, les consignes. Donc, quand il va avoir trop d'instructions, par exemple, ça se peut qu'il soit mélangé. Là. Fait qu'il faut être encore concis à ce niveau-là. Il va avoir des difficultés aussi à rester calme. Donc, quand il va avoir une petite émotion, il va la vivre à fond. Donc, ils sont très, très impulsifs. Puis aussi, ils présentent des problèmes de désorganisation. Puis, ça se résume aussi par un trouble de l'attention, de l'impulsivité et l'hyperactivité. Pour ce qui est du TSA, ça se résume par deux gros aspects. Puis c'est le déficit de c'est un déficit de la communication et des interactions sociales. Ils ont des comportements puis des activités qui vont être très restreints, répétitifs et stéréotypés. Donc, c'est des élèves qui vont être très attirés vers le concret. Si, maintenant il y a un sujet, ben, ils vont être là-dedans à fond, ils vont être dedans à fond. Donc, souvent, ces élèves-là, on va voir, c'est plus au niveau de la science, des mathématiques qui vont centrer leur attention.
Puis aussi, ont des difficultés au niveau de l'expression de leurs émotions. Donc, quand ils vivent une émotion, puis que, mettons, l'enseignant va arriver à côté d'eux, va demander qu'est-ce que tu ressens, bien ça va être très difficile pour eux de le dire parce que même eux-mêmes, personnellement, ils savent même pas c'est quoi en fait l'émotion qui est en train de vivre. Nous, on a choisi les composantes liées aux deux clientèles. Sur les 5 composantes, on en a pris 3 pour chaque clientèle qu'on trouvait qui ressortait plus, puis qui serait aussi plus intéressant à utiliser dans le contexte de stage ou d'enseignement. Pour le TDAH, on a choisi l'incitation à la coopération, l'expression de la colère et dispenser des commentaires appréciatifs. Puis pour ce qui est du TSA, on a choisi les 3 composantes, conférer la dignité aux élèves, l'acceptation de la reconnaissance et le langage laconique. Donc, pour le TDAH, la première composante, c'est l'incitation à la coopération. Donc, dans ces cas-ci, il faut inciter les élèves à coopérer en leur donnant une certaine marge de manœuvre. Donc, on donne certaines consignes, mais on leur laisse aussi un peu de latitude. Donc, ils savent quoi faire, mais ils sont libres quand même dans leur choix. Donc, dans ce sens-là, on peut éviter certains désaccords de la part des élèves puisque ce sont des élèves qui ont tendance à être impulsifs. Ensuite, il y a l'expression de la colère. Donc, comme je l'ai mentionné, dans certains cas, les élèves ayant un TDAH peuvent être impulsifs. Donc, il est vraiment important d'éviter de s'en prendre au comportement des élèves. Donc, comme je l'ai mentionné dans la composante plus tôt, il faut parler au jeu et ne pas s'en prendre au caractère des élèves. Ensuite, dispenser des compliments appréciatifs. L'enseignant doit féliciter l'enfant lorsqu'il est à la tâche. Toutefois, il ne faut pas qu'il abuse des compliments parce que les élèves vont finir par ne plus le prendre au sérieux. Puis lorsqu'on utilise trop souvent un compliment, par exemple, toujours dire bravo à l'élève quand il y a une bonne réponse, ça peut parfois s'apparenter au sarcasme. Pour le trouble du spectre de l'autisme, on a choisi conférer de la dignité aux élèves. Dans le fond, l'enseignant, il doit anticiper les difficultés des élèves, mais aussi les aider à surmonter celles-ci. Donc, avant de leur donner un travail, c'est bien pour l'enseignant de se trouver des stratégies en avance où est-ce que les élèves pourraient avoir des obstacles. Comme ça, ils ne passent pas trop de temps à se décourager, puis ils continuent à faire la tâche. Le deuxième, c'est l'acceptation et la reconnaissance. Donc, dans le fond, l'enseignant, il doit être particulièrement attentif aux émotions des élèves. Comme Marianne le disait, ces élèves-là ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs sentiments. Donc, c'est dans le rôle de l'enseignant de porter attention aux états d'âme de ses élèves. Puis le troisième, c'est le langage laconique. Les demandes, ils doivent être claires, précises et concises. Ils doivent être en ordre et courtes pour que les élèves captent l'essentiel de la demande. Donc, si l'enseignant demande à ses élèves, elle veut que les élèves mettent leurs bottes et qu'ils aillent dehors, elle doit dire mettez leurs bottes puis sortez dehors. Et non, avant de sortir dehors, mettez vos bottes. Ça pourrait porter à confusion pour ce type d'élèves. Maintenant, on va répondre à la question du début. Donc, quelles sont les principales techniques d'intervention dans le modèle de Ginott? On a vu que la communication congruente, c'est l'intervention principale dans le modèle de Ginott. Elle comprend 7 composantes qu'un enseignant se doit d'avoir s'il veut être considéré comme un bon enseignant. Donc, à l'intérieur des composantes, il y a l'acceptation et la reconnaissance, conférer de la dignité aux élèves, l'emploi d'un langage laconique, puis on a les 4 autres aussi. Donc, si on veut être un bon enseignant, on doit maîtriser ces composantes-là, sinon on est, pour Ginott, un mauvais enseignant. Puis c'est grâce à l'utilisation de ces 7 composantes que l'enseignant il réussira à répondre aux besoins de ses élèves, à être à l'écoute de leurs sentiments et des siens, et à avoir plus d'équité au sein de la classe, puis finalement à les faire progresser tant au niveau scolaire que social.